Alors nous sommes à Prague et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de bâtiments historiques, mais ce n'est pas ce bâtiment-là qui m'intéresse, c'est celui-là, qui est une banque. C'est parce qu'avant là, il y avait un hôtel, un fameux hôtel, et c'est là qu'a été signé le fameux traité de Prague. Alors, le traité de Prague, c'est quoi? Si je vous dis Troisième Reich, vous pensez à qui? À Hitler. Hitler. À Hitler et la Deuxième Guerre mondiale. Hitler. Hitler. Et si je voulais un Troisième Reich, c'est que forcément, il y a eu un Deuxième Reich. Et le Deuxième Reich, vous pensez à qui? C'était avant les troisièmes, je sais pas. Je sais pas. Deuxième Reich. Pareil, Hitler. Hitler. Et donc, quel est le rapport entre cette banque, l'hôtel, le traité de Prague, le Deuxième Reich et Bismarck? Eh bien, on va aller voir tout ça plus concrètement. Générique. Deep into the funnel of love. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Deuxième Reich, car oui, si le Troisième Reich, dû à la Deuxième Guerre mondiale, est assez connu, ce n'est pas forcément le cas pour le Deuxième. Alors avant toute chose, je me dois de préciser que le terme Deuxième Reich n'est pas aussi clair qu'on pourrait le sembler. Le terme Reich lui-même d'ailleurs. Beaucoup de gens, d'historiens, ne sont pas d'accord sur la définition et par conséquence sur la traduction du terme. Et alors, que faire? Eh bien, comme on l'avait vu dans l'épisode sur la Corée du Nord, ce n'est pas son vrai nom. Mais pour simplifier, tout le monde utilise ce nom, ce qui est évidemment plus pratique et c'est exactement ce qu'on fait avec le Reich, on simplifie. Alors pour mieux comprendre, il y a eu Charlemagne qui avait envahi une grande partie de l'Europe et va faire de la ville Aachen en Allemagne sa capitale et se faire couronner empereur. Après sa mort, en 843, ses petits-fils se partagent ses territoires en 3 royaumes. La Francie occidentale, l'ancêtre de la future France, la Francie médiane, de la mer du Nord à l'Italie, et la Francie orientale, l'ancêtre de la future Allemagne. Le 9 août 870, les 2 derniers petits-fils de Charlemagne se rencontrent en vue de se repartager le royaume, et ainsi disparaît la Francie médiane. En Francie orientale, le 10 août 955, le roi Othon Ier écrase les Hongrois, et grâce à cette victoire, il devient Othon le Grand. Et en 962, il va se faire couronner empereur et créer un nouvel empire que l'on appelle le Saint-Empire romain germanique, ou en allemand Heiliges Römisches Reich. Vous avez bien entendu Reich. Reich. Et c'est donc ce Saint-Empire romain germanique que l'on considère comme le premier Reich, et vous comprenez, d'où le deuxième et le troisième. Oh, c'est pas très difficile à comprendre. Alors après, comme vous en doutez, ce premier Reich va évoluer, se transformer pour finalement disparaître définitivement avec l'arrivée de l'empereur des Français, Napoléon Bonaparte, qui lui aussi va envahir une grande partie de l'Europe. Non mais je le savais ça. Revenons au Deuxième Reich. Alors si Adolf Hitler est l'homme qui personnifie le Troisième Reich, pour le Deuxième Reich, c'est très clairement Bismarck. Otto von Bismarck, ou plutôt Otto Eduard Leopold, prince de Bismarck-Schönhausen, surnommé le chancelier de fer. C'est flatteur. Tout commence le 23 septembre 1862. Le roi Guillaume Ier de Prusse fait de Bismarck le ministre-président de la Prusse. Autrement dit, le chef du gouvernement. Car à cette époque, si la Prusse a bel et bien un roi, elle a aussi une constitution et une assemblée nationale avec des députés élus. Alors bien évidemment, Bismarck n'est pas arrivé par hasard à ce poste. Il est issu d'une famille de Junkers. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ne cherchez pas, cela veut juste dire qu'il fait partie des nobles. En janvier 1849, Bismarck est élu à la Chambre des représentants de Prusse. Puis en 1852, il est nommé ambassadeur à la Diète fédérale de Francfort. Il est ensuite nommé en 1858 ambassadeur à Saint-Pétersbourg en Russie, puis en France, à Paris en 1862. Donc autant dire qu'il connaît bien les rouages du monde politique et diplomatique, et surtout qu'il est aussi connu de ses milieux. L'homme se révèle déjà. Donc ce n'est pas une énorme surprise de le voir devenir ministre-président. Alors sauf que Bismarck est un grand patriote de la Prusse et ne veut pas entendre parler du tout de l'Allemagne. Il déclare d'ailleurs « Nous sommes prussiens et il n'existe pas de concept de l'allemand ». Il faut préciser qu'à l'époque, l'Allemagne n'est pas un pays comme aujourd'hui. C'est plus effectivement un concept qu'un véritable pays.
En fait, après la chute de l'empire de Napoléon Ier, c'est une zone complètement morcelée avec environ une quarantaine d'États, de régions, dont la Prusse, l'Autriche, la Bavière, etc., etc. Dans ce contexte, plusieurs initiatives sont prises pour unifier ces États en une seule nation, l'Allemagne. Alors cette idée d'unification vient du principe de réunir les peuples parlant la même langue, l'allemand. C'est une idée que l'on retrouve souvent dans l'histoire de l'Allemagne et plus particulièrement avec Adolf Hitler qui se servira de cette idée pour justifier ses actions, ou je devrais plutôt dire crimes et autres saloperies. C'est pas des propos de première communion. Alors comme je le disais avant l'arrivée de Bismarck, il va y avoir plusieurs tentatives. Le problème c'est que rapidement deux idées vont se confronter, la Grosse Deutschland et la Klein Deutschland. Cela veut dire la grande ou la petite Allemagne. J'ai compris. Pas besoin d'interprète. Plus concrètement, cela veut dire que c'est l'unification de l'Allemagne avec l'Autriche pour la grande Allemagne ou sans l'Autriche pour la petite Allemagne. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'Autriche était bien plus grande que celle que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est là le problème, car l'Autriche était un pays avec d'importantes populations non allemandes. Ce qui fait que soit on intègre toute l'Autriche, mais donc l'argument de la réunification des peuples parlant la même langue tombe plus ou moins à l'eau, soit c'est sans l'Autriche, ou soit on prend que la partie allemande, et pour cela il faut découper l'Autriche, ce qui, comme vous en doutez, n'est pas très envisageable du côté autrichien. Bien sûr. Alors après la défaite de Napoléon, rapidement on a bien créé la Confédération germanique contenant quasiment l'ensemble des États allemands, avec à sa tête justement l'Autriche. Mais cette confédération n'arrive pas à se transformer en un État ou une nation. La Confédération germanique n'est pas représentée diplomatiquement, donc pas d'ambassade. Chaque État membre a sa propre constitution, gouvernement, et à l'intérieur de cette confédération, il y a de très nombreux systèmes douaniers, ce qui complique les choses. J'en suis sûr. D'ailleurs, pour pallier à cela, le 22 mars 1833, la Prusse fonde le Zollverein, une union douanière. Ce Zollverein est une union d'ordre uniquement économique qui permet le libre-échange entre ses États membres, mais surtout n'inclut pas tous les États de la Confédération, dont l'Autriche. Alors comme vous en doutez, durant cette période, il va y avoir plein de négociations et de situations. Je pourrais vous parler entre autres de la Constitution de Francfort et bien d'autres choses, mais pas besoin, car de toute façon, tout cela ne mènera à rien. Pas d'État allemand. Et alors? Et c'est là que notre ami Bismarck rentre en scène. Bismarck, comme je vous le disais, il est complètement opposé. Pour lui, encore une fois, c'est la Prusse et rien d'autre. Finalement, il va se faire à l'idée, car en y réfléchissant bien, il se dit que l'unification d'une grande Allemagne, à partir du moment que c'est autour de la Prusse et que c'est la Prusse qui dirigerait tout, et ben finalement, c'est pas si bête que ça. Natürlich. Et donc, c'est dans cette optique qu'il va dorénavant œuvrer avec une stratégie bien définie. Il va d'abord continuer d'intensifier l'industrialisation de la Prusse et la modernisation de son armée avec entre autres l'équipement de nouveaux fusils qui se rechargent par les culasses et non par le canon, ce qui mine de rien change tout sur le terrain. La modernisation et l'expansion du réseau ferroviaire aussi, ce qui peut être utile pour déplacer rapidement des troupes. Alors là, il y avait longtemps, mais je me dois, oui, je me dois de faire une petite parenthèse. J'aurais dû m'en douter. Bismarck est persuadé que la meilleure méthode, c'est la realpolitik. Alors la realpolitik, c'est un terme qui donne lieu à beaucoup d'explications et d'interprétations. En gros, c'est considéré que l'important, c'est le résultat. On met les principes de côté avec un côté réaliste de la situation. Le meilleur exemple pour moi de cette politique, c'est l'attitude de Bismarck face aux socialistes. Il les déteste et veut absolument s'en débarrasser, mais leurs idées sont devenues trop populaires auprès du peuple. Il décide donc de faire des lois antisocialistes qui interdisent les organisations socialistes ainsi que toutes leurs activités, et les partis politiques sont également interdits. Mais en même temps, il fait des réformes avec un système de protection sociale contre les risques de maladie, d'accidents du travail et d'invalidité. Autant dire qu'il met en place les bases d'une sécurité sociale, ce qui pour un antisocialiste est plutôt surprenant. Simplement une légère contradiction dans les termes. Voilà, cette histoire vous montre bien le côté réaliste et surtout le fait de mettre ces idéologies de côté pour obtenir le résultat que l'on recherche. Concrètement, la realpolitik peut se traduire par La raison d'État. Tout à fait, la raison d'État est une bonne traduction. Alors toujours dans l'application de cette realpolitik, Bismarck va prononcer un discours le 30 septembre 1862 dont une phrase restera très célèbre, pour ne pas dire va lui coller à la peau. Allez, on écoute. Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Ce qui se traduit par « Les grandes questions de notre temps se décideront non pas par des discours et des votes à la majorité, qui a été la grande erreur de 1848 et 49,
mais par le fer et le sang. D'où son surnom. Car oui, pour Bismarck, le meilleur moyen d'unifier l'Allemagne, c'est encore avec une bonne guerre. Et vous savez combien de guerres il va provoquer pour atteindre son but? Je sais pas, moi, une dizaine. Non, restons raisonnables, ce sera 3 guerres. Alors la première cible va être le Danemark. 3 territoires, ou plutôt duchés, le Schleswig, Holstein et Lauenburg, dont une grande partie de leur population et de langue allemande sont rattachés à la couronne danoise, donc au roi, mais pas au pays de Danemark. Le Danemark essaie donc de modifier cela pour intégrer les duchés de manière définitive au Danemark, mais cela va créer des tensions et la montée d'un mouvement nationaliste allemand, aidé et attisé par la Prusse bien sûr, qui demandait elle une séparation du Danemark et l'intégration du Schleswig germanophobe à la Confédération germanique. Un premier conflit éclate qui ne changera pas grand-chose, mais les souverains danois ne renoncent pas à unifier leur État pour autant. Espoir légitime et naturel. Le 30 mars 1863, le Schleswig est incorporé au royaume danois et une constitution unitaire est faite en novembre, ce qui relance les nationalistes allemands. En janvier 1864, Bismarck, qui désire éprouver l'armée prussienne rénovée, déclare la guerre au Danemark, mais avec l'Autriche comme allié, avec qui il signe un accord secret le 16 janvier 1864 pour faire ensemble main basse sur les duchés. Le 1er février, 90 000 Austro-Prussiens entrent en campagne alors que l'armée danoise n'en a que la moitié et l'armée austro-prussienne gagne ce conflit. Le mérite n'était pas très grand. Ils se partagent alors les duchés par une convention signée en août 1865 à Gastein. Il est convenu que l'Autriche administrait le Holstein et la Prusse le Schleswig, mais Bismarck ne s'arrête pas en si bon chemin car le but de toute cette guerre commune de ces duchés est de permettre à la Prusse de trouver un prétexte menant à la guerre contre l'Autriche. Le 1er juin 1866, l'Autriche propose de placer les 2 duchés danois sous l'administration de la Confédération germanique. Pour Bismarck, c'est l'occasion. Les Prussiens répondent alors que les Autrichiens brisent l'accord conclu à Gastein et revendiquent pour eux seuls la souveraineté sur les 2 duchés. Et pour être sûr que le message soit bien passé, le 8 juin 1866, les armées prussiennes occupent le Holstein. L'Autriche demande alors à la Confédération germanique de déclarer la guerre à la Prusse. Mais comment pourrait-il en être autrement? Les États allemands se divisent entre partisans de l'Autriche et de la Prusse. L'Autriche réussit à rallier pas mal d'États comme la Saxe et la Bavière. La Prusse, elle, s'allie à l'Italie pour qu'ils attaquent au sud afin d'attaquer l'Autriche sur 2 fronts et s'assure en même temps que ni la France ou la Russie n'interviendront dans ce conflit. L'Italie perd ses batailles, mais la Prusse les gagne de son côté. Mais la bataille décisive aura lieu à Sadova le 3 juillet 1866. En réalité, le vrai nom, c'est Uradesh Kralove. Oui, cherchez pas, c'est du tchèque. Enfin, c'est là-bas que l'armée prussienne va mettre une pâtée à l'armée autrichienne. L'Autriche perd presque 45 000 hommes contre moins de 9 000 pour la Prusse. Ça fait une grosse différence. Lors du traité de paix donc, que je vous avais évoqué, signé donc à Prague le 23 août 1866, Bismarck utilise sa victoire contre l'Autriche pour poursuivre ses objectifs, mais sans pour autant humilier ses ennemis. Il dissout la Confédération germanique et met sur pied une confédération de l'Allemagne du Nord avec le roi de Prusse qui préside, et laisse les États du Sud, la Bavière, la Saxe, etc., indépendants. En gros, si vous analysez bien, c'est la Grosse Deutschland qui disparaît à jamais et c'est une Kleine Deutschland sous domination prussienne qui est matérialisée. En effet. Alors maintenant qu'il a réussi à éliminer l'Autriche, le but est de transformer cette nouvelle confédération en un seul État et d'y incorporer les États du Sud. D'où la 3e et dernière guerre, car pour arriver à son but final, rien de mieux que de trouver un agresseur étranger pour unifier de leur propre volonté tous ces États. Et c'est la France qui va en faire les frais. Bismarck essaye par tous les moyens de provoquer une guerre avec la France, sauf qu'il faut absolument que ce soit la France qui déclare la guerre pour paraître comme l'agresseur. Il aura une occasion au sujet du Luxembourg, mais sans succès, la paix va prévaloir. Bravo. Parfaitement. Bravo. Une autre occasion va se trouver avec la succession du royaume d'Espagne. Effectivement, en septembre 1868, la reine d'Espagne a renoncé au trône, ce qui le laisse vide. Bismarck persuade alors le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen de postuler, sachant pertinemment que la France ne pourra jamais accepter que le trône espagnol constitue une union de dynasties allemandes qui prendrait la France en sandwich. L'empereur Napoléon III envoie son ambassadeur pour voir le roi Guillaume Ier qui est en cure à Hens afin d'obtenir l'assurance que cette candidature sera retirée à jamais.
L'ambassadeur rencontre le roi durant sa promenade. Le roi lui propose de le revoir dans l'après-midi, sauf qu'entre-temps, le prince a officiellement renoncé. Le roi annonce donc à l'ambassadeur que pour lui l'affaire est clos, plus besoin de se voir. Le roi envoie ensuite une dépêche à Bismarck pour lui raconter cette entrevue. La paix semble avoir encore gagné, mais c'est sans compter sur la malice de Bismarck. Il envoie à la presse cette fameuse dépêche de Ems, en la résumant et en modifiant bien sûr quelques termes. Quel filou! En gros, il dit que l'ambassadeur a exigé du roi qu'il s'engage et que le roi a refusé de voir l'ambassadeur. C'est l'affront pour les deux camps. Pour les Allemands, comment la France peut-elle exiger au roi quoi que ce soit? Et pour les Français, comment le roi peut-il refuser de voir leur ambassadeur? L'empereur Napoléon III se laisse en plus convaincre par ses conseillers qui lui assurent que l'armée française est prête et que la victoire est au bout du fusil. Bon, il faut rappeler que Napoléon III est gravement malade et qu'il prend cette décision en étant souffrant et épuisé par cette maladie qui sera d'ailleurs plus tard la cause de sa mort. Ah, tu vois, ça prouve la fragilité de la condition humaine et ce que c'est que de nous. Il déclare donc la guerre à la Prusse. Le piège de Bismarck a fonctionné. L'armée française rassemble 260 000 hommes, mais du fait que la France ait déclaré la guerre et donc se positionne comme l'agresseur, cela unifie tous les États, aussi bien de la Confédération d'Allemagne du Nord que ceux du Sud. Cette coalition va mobiliser 600 000 hommes et c'est sans surprise que la France va perdre cette guerre. Alors après l'empereur se fera capturer, il y aura la création de la Troisième République et surtout l'épisode de la Commune de Paris. Ah, ça, c'est autre chose. Effectivement, cet épisode est sur le Deuxième Reich, pas sur l'histoire de France, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, les représentants des États allemands, y compris ceux du Sud, tous soudés par leur victoire commune sur la France, acceptent donc de rentrer dans une Allemagne dominée par la Prusse. Sur une idée de Bismarck, il donne même au roi de Prusse, Guillaume Ier, le titre d'empereur allemand, en allemand, Kaiser. L'Empire est proclamé le 18 janvier 1871 dans le château de Versailles, histoire de bien humilier la France. Le fameux Deuxième Reich est né. Bismarck devient Bundeskanzler, c'est-à-dire chancelier de ce nouvel empire. Évolution sociale, ça s'appelle. Et il le restera jusqu'au 18 mars 1890, soit pendant près de 20 ans. Impressionnant. Pour ce qui est du Deuxième Reich, c'est la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne qui vont mettre à terme à son existence. Voilà. Alors pour beaucoup, évidemment, c'est la proclamation de l'Empire à Versailles qui est de l'origine du Deuxième Reich. Mais pour moi, comme je vous le disais, c'est le traité de Prague, car c'est là que l'Autriche fut écartée par la Prusse et que les prémices d'un empire allemand furent instaurées. Mais n'hésitez pas à commenter ou donner votre opinion dans les commentaires. Et sinon, comme toujours, Facebook, Tipeee, etc. Voilà, à bientôt dans un prochain épisode. Kenavo, c'est fini pour cette histoire.